Tu devrais peut-être rester dans ta chambre aujourd'hui. Les invités n'ont pas besoin de te voir comme ça. La phrase a été dite sans élever la voix, presque avec douceur. Ma belle-fille se tenait dans l'embrasure de la porte, cou déjà tourné vers le couloir, certaine que je comprendrais, que j'obéirais, que je ne ferais pas de scène. Elle savait que je n'en faisais jamais. Je suis restée assise, les mains posées sur mes genoux. J'ai hoché la tête lentement, pas par accord, par habitude. Cette habitude que j'avais prise, au fil des années, de ne pas troubler l'ordre apparent, de me faire petite pour préserver une paix qui n'existait plus vraiment. Alors, dans le salon, j'entendais les voix, les rires, le bruit des verres que l'on posait sur la table. On recevait ce jour-là de la famille, des amis. On avait dressé une belle table. Ma belle-fille avait tout organisé avec soin. Tout, sauf ma place. Elle avait disparu, sans que on ait besoin de la supprimer ouvertement. Je me suis regardée dans le miroir. Le visage était le mien, marqué par les années, mais digne. Rien de honteux. Rien qui justifie qu'on me cache. Et pourtant, je savais que si je descendais maintenant, si je m'asseyais à cette table sans y avoir été invitée, je deviendrais le problème. La vieille qui ne comprend pas, celle qui insiste, celle qui met mal à l'aise. Alors je suis restée là. L'humiliation n'a pas toujours besoin de cris. Elle se glisse parfois dans une suggestion polie, dans une phrase dite « pour ton bien ». Elle s'installe quand on décide, à votre place, de ce que vous méritez de montrer. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas une colère explosive, une lucidité froide. Je repensais au chemin parcouru pour en arriver là, à tout ce que j'avais donné sans compter, à la maison que j'avais tenue pendant des décennies, aux enfants élevés, soutenus, défendus, à ce fils que j'avais accompagné dans ses choix, même quand je doutais. Et maintenant, c'était sa femme qui me demandait de disparaître quelques heures, comme on range un objet encombrant. Mo, je n'ai rien dit. J'ai entendu mon fils passer devant la porte. Il ne s'est pas arrêté. Peut-être ne savait à il pas. Peut-être préférait à il ne pas savoir. Cette absence m'a fait plus mal que les mots de sa femme. Assise sur le lit, j'ai ressenti une fatigue ancienne. Celle de celles qui ont trop longtemps confondu patience et effacement. J'ai compris, à cet instant précis, que ce qui venait de se produire n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'un glissement lent, méthodique. On m'avait peu à peu retiré la parole, puis la vie, puis la place. Et aujourd'hui, on me retirait la visibilité. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Les larmes auraient brouillé quelque chose d'important. J'avais besoin de voir clair. J'ai laissé passer le temps. Les voix se sont éloignées, rapprochées, puis éloignées encore. Le repas se déroulait sans moi, comme si cela avait toujours été ainsi. Ce jour-là, j'ai compris que l'humiliation n'est pas seulement ce qu'on vous fait. C'est aussi ce que on attend que vous acceptiez sans broncher. Et pour la première fois, je me suis posé une question simple, mais décisive. Jusqu'où suis-je prête à me taire? Bise. Je ne cherchais pas encore de solution. Je ne pensais ni à la loi, ni aux démarches. Je ressentais seulement cette évidence nouvelle. Si je continuais à encaisser en silence, je finirais par disparaître entièrement. Pas physiquement, mais socialement, moralement, juridiquement. Quand les invités sont partis, personne n'est venu me voir. On m'a demandé plus tard si je n'avais pas été trop fatiguée. Oh, j'ai répondu que non. J'ai souri. Ce sourire a été pris pour une confirmation. Ils ont cru que tout allait bien. Ils ne savaient pas encore que quelque chose avait changé. Dans cette chambre où l'on m'avait reléguée, une décision venait de naître. Silencieuse, sans éclat, mais ferme. Je n'allais pas répondre par des cris, ni par des reproches. Je n'allais pas mendier une place qu'on m'avait retirée. Je n'étais pas faible. J'étais simplement arrivée au bout de ce que je pouvais accepter. Et sans qu'il s'en doute, ce jour-là, l'humiliation qu'il croyait m'imposer venait de déclencher autre chose. Une riposte calme, discrète, légale. La loi, je ne le savais pas encore précisément, allait me relever là où les mots m'avaient abaissé. Sans bruit. Avant cette journée-là, avant cette phrase prononcée comme une évidence, reste dans ta chambre. Il y avait eu une vie entière bâtie sur la retenue et la loyauté. Une vie où je n'avais jamais eu besoin d'elle. Élever la voix pour exister, parce que ma place semblait acquise. Quand j'y repense, aujourd'hui, je mesure combien cette certitude m'a porté.
et combien elle m'a aveuglée. J'ai rencontré mon mari jeune. Nous n'étions pas faits de grandes démonstrations, mais de constance. Il aimait l'ordre, la précision. Moi, la continuité. Ensemble, nous avons construit un foyer où chacun savait ce que il devait à l'autre. Rien n'était spectaculaire, mais tout tenait. La maison respirait cette stabilité discrète qui ne se promet. Remarque que lorsqu'elle disparaît, quand les enfants sont arrivés, je me suis installée naturellement au centre silencieux de la famille. Je n'étais pas celle qui décide à haute voix, mais celle qui veille. Je savais où étaient les papiers, quand payer, comment anticiper. Je faisais les comptes, je gérais les urgences, j'absorbais les imprévus. Cette organisation me donnait une force tranquille. Je ne l'appelais pas ainsi, mais c'en était une. J'ai travaillé, parfois beaucoup, parfois moins, selon les besoins. J'ai renoncé à certaines choses sans les vivre comme des sacrifices. À l'époque, on ne parlait pas d'accomplissement personnel. On parlait de tenir, d'assurer, de transmettre. Et j'y croyais profondément. Donner n'était pas une perte, c'était une évidence. Mon fils a grandi dans cette atmosphère. Je l'ai soutenu sans jamais l'étouffer. Je l'ai encouragé sans décider pour lui. Je croyais qu'on aide vraiment quelqu'un qu'en lui laissant l'espace de devenir. Cette conviction ne m'a jamais quittée. Même plus tard, quand il a fait ses choix, quand il s'est marié, je me suis tenue à distance, respectueuse. L'arrivée de ma belle-fille a marqué un changement subtil. Au début, je l'ai accueillie avec une bienveillance sincère. Elle était organisée, assurée, moderne. Elle parlait vite, décidait vite. Je me disais que c'était une qualité, que cela complétait mon tempérament, plus posé. Je n'ai pas vu, ou je n'ai pas voulu voir, que cette assurance allait peu à peu redéfinir les frontières. Après la mort de mon mari, tout a reposé davantage sur moi, puis, progressivement, sur eux. J'ai tenu bon. J'ai géré les démarches, les décisions, les formalités. Je n'étais pas perdue. J'étais fatiguée, parfois, mais lucide. Quand mon fils et sa femme ont commencé à être plus présents, j'y ai vu un soutien, une continuité. Je ne me doutais pas que cette présence allait se transformer en prise de contrôle douce. Je continuais à faire ce que j'avais toujours fait, m'adapter, laisser de la place, ne pas m'imposer. Je croyais que cette discrétion serait comprise, qu'elle serait respectée. Je pensais encore que la reconnaissance se nourrit de ce que l'on a donné. Je me trompais. Peu à peu, mon rôle s'est rétréci sans qu'aucune discussion n'ait lieu. On me parlait à ma place. Allez, on décidait sans me consulter. On me disait que c'était pour m'épargner. J'acceptais, par habitude plus que par accord. Cette habitude, je la confondais avec de la sagesse. Elle était devenue une faiblesse exploitable. Quand je regarde cette vie d'avant, je ne la renie pas. Elle m'a construite. Elle m'a appris la patience, la rigueur, le sens du réel. Mais je comprends désormais que cette patience, là, dans un monde qui valorise la vitesse et l'autorité, peut être mal interprétée. Elle peut être prise pour une absence, pour une résignation. Je n'étais ni absente, ni résignée. J'étais fidèle à ce que j'avais toujours été. Je ne savais pas encore que cette fidélité serait mise à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit. Non par un cri, non par une insulte, mais par une mise à l'écart polie. Une humiliation propre, presque invisible. Et pourtant, tout ce qui allait suivre. La lucidité, la résistance, la reconstruction prenaient racine ici. Dans cette vie d'avant, solide et silencieuse, que l'on croyait dépassée, il voyait une femme âgée qui s'efface. Il ne voyait pas la femme qui avait appris, toute sa vie, à tenir. Les premières humiliations ne se sont pas annoncées comme telles. Elles se sont glissées dans le quotidien avec une politesse trompeuse, presque bienveillante. Rien qui permette de protester ouvertement. Beaucoup, rien qui justifie une scène. Juste assez pour me faire douter de ma place, un peu plus chaque jour. Au début, c'était des remarques légères, lancées comme des évidences. Tu dois être fatigué. Laisse, je vais m'en occuper. On me retirait les tâches une à une, sous prétexte de m'aider. Ah, je remerciais. J'avais appris à remercier pour éviter les tensions. Je croyais encore que la gratitude protégerait le su. Respecte. Puis les décisions ont commencé à se prendre sans moi. Des rendez-vous déplacés. Men, des invités annoncés au dernier moment,
des achats importants, faits sans me consulter. Quand je m'en étonnais, on me répondait « On pensait que ça t'était égal ». Cette phrase revenait souvent. On pensait. Comme si mon avis n'était plus qu'une hypothèse secondaire. À table, les conversations changeaient de rythme dès que je parlais. On m'écoutait d'un air distrait, puis on reprenait entre eux. Parfois, ma belle-fille reformulait ce que je venais de dire, comme si mes mots avaient besoin d'être traduits pour être entendus. Elle souriait en le faisant, et les autres acquiesçaient. Je me sentais lentement déplacée, sans pouvoir dire exactement comment. Il y a eu ce jour où j'ai proposé un plat que je faisais depuis des années. Elle a levé les yeux au ciel et dit « Ce n'est plus trop de notre génération ». La phrase était anodine, presque amusée. Mais elle m'a piqué comme une aiguille. Ce que je représentais devenait soudain obsolète. Pas faux, juste dépassé. Peu à peu, on a commencé à parler de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Elle n'aime plus trop sortir. Elle préfère se reposer. Ces affirmations n'étaient jamais discutées avec moi. Elles devenaient des faits établis. Je les entendais, assise à quelques mètres, comme si ma présence ne suffisait plus à me rendre réelle. Un après-midi, j'ai retrouvé un courrier ouvert sur la table. Ah, mon courrier. Ma belle-fille m'a expliqué qu'elle l'avait lu, par erreur, puis qu'elle avait préféré vérifier, pour être sûre. Elle m'en a fait un résumé, rapide, rassurant. J'ai senti une gêne monter, mais je l'ai étouffée. Je ne voulais pas paraître soupçonneuse. Pas encore. Les humiliations les plus dures étaient celles qui n'étaient jamais nommées. Être la dernière informée. Être invitée si ça m'arrange. Être remerciée d'avance pour une absence que je n'avais pas encore choisie. On ne me chassait pas. On me rendait superflue. Je me suis souvent demandé si je n'exagérais pas, mais si je ne devenais pas susceptible avec l'âge. Cette remise en question constante était épuisante. Elle m'empêchait de faire confiance à ce que je ressentais. Et c'est précisément cela qui rend ces petites humiliations si efficaces. Elles vous apprennent à douter de vous avant de douter des autres. Je continuais pourtant à observer, à noter mentalement les dates, les phrases, les gestes. Je ne disais rien, mais je voyais. Ma patience n'était pas une cécité. Elle était une veille silencieuse. J'avais appris, dans une autre vie, que les comportements répétés finissent toujours par dessiner une intention. Un soir, alors que je débarrassais la table seule, j'ai entendu ma belle-fille dire à quelqu'un « Elle est gentille, mais il faut gérer pour elle maintenant ». Cette phrase m'a arrêté net. Gérer pour moi. Sans me demander si j'en avais besoin. Sans me demander si je l'acceptais. Je n'ai pas réagi. Pas ce soir, Allah. Je savais désormais que quelque chose avait changé de nature. Ce n'était plus de la maladresse. C'était une prise de pouvoir progressive, enveloppée d'un discours protecteur. Et je comprenais enfin pourquoi l'humiliation était si difficile à dénoncer. Elle se présentait comme un service. Il me voyait comme une femme âgée qu'il fallait organiser. Il ne voyait pas encore la femme qui, en silence, recomposait déjà les pièces du puzzle. Ces petites humiliations, accumulées jour après jour, n'étaient pas anodines. Elles préparaient quelque chose de plus grave. Et au fond de moi, sans colère, mais avec une lucidité nouvelle, je sentais que le moment approchait où je ne pourrais plus me contenter d'observer. La goutte d'eau n'est pas arrivée dans un éclat de voix ni dans un geste brutal. Elle s'est déposée un matin ordinaire, avec la discrétion d'un papier laissé trop en vue. J'étais seule à la maison. Le silence avait cette épaisseur particulière, des heures creuses. Mais tracées, quand chacun est déjà parti vivre sa journée ailleurs. Sur la table du salon, un dossier était ouvert. Pas rangé, pas refermé. Comme s'il n'avait pas été pensé pour moi. Comme s'il n'avait pas à l'être. Je ne sais pas pourquoi je me suis approchée. Peut-être parce que, depuis quelque temps, j'avais appris à ne plus détourner le regard trop vite. À ne plus croire que ce qui ne m'est pas dit ne me concerne pas. J'ai pris les feuilles, une à une. Des termes précis, des formulations prudentes. Un langage neutre, presque apaisant. Et puis, au fil des lignes, cette certitude qui m'a traversé comme un froid. Ce n'était plus une suite de petites mises à l'écart. C'était une décision structurée, préparée, anticipée. Sans moi. On parlait de gestion, d'organisation, de protection. On évoquait mon âge, ma fatigue supposée, la nécessité d'éviter les complications.
Rien n'était formulé comme une accusation. Tout était écrit comme une évidence. Et c'est précisément cela qui m'a fait le plus mal. Cette évidence fabriquée, posée sur le papier sans me demander si je la reconnaissais. Je me suis assise. Lentement, j'ai relu chaque page, cherchant une phrase qui me rassurerait, une nuance qui prouverait que j'avais mal compris. Il n'y en avait pas. Les décisions étaient prêtes. Les signatures prévues. Le calendrier esquissé. On avait pensé à tout, sauf à me demander mon avis. Quand ma belle-fille est rentrée, je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai regardée poser ses affaires, parler de choses banales, comme si rien d'important ne se trouvait là, sous ses yeux. Mais cette normalité m'a presque fait vaciller. Comment pouvait-on préparer quelque chose d'aussi lourd sans en porter le poids? Comment pouvait-on décider de mon avenir comme on règle une formalité? Quand j'ai mentionné le dossier, elle a paru surprise. Pas inquiète. Surprise que je l'ai vue. Elle a parlé vite, avec assurance. Mais elle a expliqué que c'était pour plus tard, que rien n'était définitif, que c'était pour mon bien. Ces mots-là, je les avais déjà entendus. Ils avaient toujours servi à clore la discussion, avant qu'elle n'ait lieu. Mon fils est arrivé peu après. Il a repris les mêmes arguments, presque mot pour mot. La fatigue, la sécurité, l'anticipation. Il parlait comme on récite un raisonnement appris. Je l'écoutais, mais quelque chose en moi s'était déjà déplacé. Je n'étais plus dans la réaction affective. J'étais dans la compréhension froide. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement le contenu du dossier. C'est le fait qu'il ait été préparé sans moi, pour moi. Qu'on ait jugé inutile de m'expliquer avant d'écrire. Cette absence de dialogue n'était pas une maladresse. C'était une méthode. Douce, efficace, redoutable. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Les larmes sont venues, oui, mais elles n'ont pas duré. Elles ont nettoyé ce qui restait d'illusion. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas une série de malentendus familiaux. C'était une tentative réelle de dépossession progressive, trop habillée d'un discours protecteur. Je me suis regardée dans le miroir. Le visage était fatigué, mais le regard était clair. Je n'étais pas confuse, je n'étais pas faible. J'avais simplement trop longtemps cru que l'amour suffisait à empêcher l'abus. Cette croyance venait de tomber. À cet instant précis, une décision s'est formée. Pas une colère, pas un désir de revanche. Une résolution calme, presque austère. Je ne laisserai plus personne décider à ma place. Je ne laisserai plus mon silence être interprété comme un accord. Pas par orgueil, par nécessité. Je suis redescendue. J'ai reposé les feuilles dans le dossier. J'ai dit que je voulais du temps, que je voulais comprendre, que rien ne serait signé sans mon consentement explicite. Ils ont acquiescé un peu trop vite, comme s'ils pensaient que cela passerait, comme si mon calme était encore une faiblesse. Ils se trompaient. Ce jour-là, j'ai compris que l'humiliation la plus profonde n'est pas celle qui crie. C'est celle qui organise votre effacement avec des mots polis et des signatures prêtes. Et ce jour-là, sans éclat, sans menace, j'ai cessé d'accepter. La goutte d'eau n'avait pas seulement fait déborder quelque chose. Elle avait révélé une vérité simple et implacable. Je n'avais plus à être aimable au détriment de ma dignité. Les nuits qui ont suivi cette découverte, nasses, ont plus eu la douceur de celles d'avant. Je me couchais tôt, épuisé par la journée, mais le sommeil refusait de venir. Mon corps se reposait, mon esprit, lui, travaillait sans relâche. Les phrases vues dans le dossier revenaient avec une précision presque cruelle. Des mots froids, administratifs, qui ne criaient pas, mais qui constataient. Et ces constats, une fois posés, ne pouvaient plus être ignorés. Je restais allongé dans l'obscurité, à écouter les bruits familiers de la maison. Un pas dans l'escalier, une porte qui se ferme, un murmure lointain. Tout semblait normal, trop normal. Cette normalité me donnait le vertige. Elle signifiait que, pour eux, rien n'avait encore vraiment changé. Alors que pour moi, tout avait basculé. Je me suis interrogée avec une honnêteté presque sévère. Avais-je été naïve, trop conciliante, ou simplement fidèle à une certaine idée de la famille, où l'on ne soupçonne pas, où l'on ne vérifie pas, parce que l'on croit que l'amour suffit à poser des limites.
Ces questions tournaient en boucle. Elles ne m'apportaient ni réconfort, ni solution. J'ai compris que chercher une faute en moi ne ferait que prolonger l'effacement. Peu à peu, une autre réflexion s'est imposée, plus difficile mais plus juste, qu'est-ce que je refusais désormais d'accepter. Pas ce que je pouvais encore supporter par habitude. Pas ce que l'on attendait de moi pour préserver une paix factice. Mais ce que ma dignité, simplement, de mai, ne pouvait plus tolérer. La réponse est venue lentement, presque timidement au début, puis avec une clarté croissante. Aïe, je refusais qu'on décide de ma vie sans moi. Je refusais que mon âge serve d'argument pour me déposséder. Je refusais que mon silence soit interprété comme une approbation. Ces refus à là n'étaient pas des cris. Ils étaient des lignes intérieures que je traçais, enfin. J'ai commencé à écrire, chaque nuit, ou presque. Pas pour me plaindre, pas pour accuser, pour comprendre. Sur des feuilles simples, j'ai noté les faits, les dates, les paroles exactes entendues. J'ai séparé ce qui était certain de ce qui relevait de mon ressenti. Cet exercice m'a fait du bien. Il me ramenait à quelque chose de solide. Je ne flottais plus dans l'émotion. Je m'ancrerais dans le réel. Je me suis surprise aussi à répéter des phrases à voix basse, comme si je me préparais à une conversation future. Je veux comprendre avant de décider. Rien ne se fera sans mon accord écrit. Être aidé ne signifie pas être remplacé. Ces phrases, je ne les répétais pas pour convaincre les autres, mais pour être certaine de ne plus me trahir moi même le moment venu. Une nuit, alors que l'aube commençait à poindre, j'ai accepté une vérité douloureuse. La relation que j'avais avec mon fils et sa femme ne retrouverait jamais son innocence. Là, même si les choses s'arrangeaient, même si les documents étaient retirés, quelque chose avait été fissuré. Cette prise de conscience m'a fait pleurer, mais elle m'a aussi libérée. Je cessais d'attendre un retour à avant qui n'existait plus. C'est à ce moment-là que la question du comment s'est imposée. Je savais désormais que je devais agir, mais pas n'importe comment. Pas sur le terrain de l'émotion, où je serais vite ramenée à mon âge, à ma sensibilité supposée. Je devais agir là où les règles sont claires, où les mots ont un poids précis, où la dignité ne dépend pas du ton de la voix mais de la loi. Je n'en parlais toujours à personne. À la maison, je restais calme, presque transparente. Ils ont sans doute cru que le dossier avait été digéré, oublié, rangé dans un coin de ma mémoire, fatigué. Cette illusion jouait en ma faveur. Je ne cherchais plus à être comprise, je cherchais à être prête. Au fond de moi, quelque chose s'était stabilisé. Une détermination sans colère, sans éclat. Je n'étais plus dans la réaction, j'étais dans la préparation. Et cette préparation, silencieuse et méthodique, me rendait une force que je croyais perdue. Je savais désormais que mon introspection touchait à sa fin. Le temps des nuits sans sommeil n'était pas vain. Il me conduisait, pas à pas, vers une décision claire. Si l'humiliation m'avait fait plier un instant, la loi, elle, allait me permettre de me relever, sans bruit, sans cri, mais debout. La décision était désormais claire, même si je continuais à la porter en silence. À partir de ce moment-là, chaque journée avait une direction précise. Rien de visible, rien de spectaculaire. Mais intérieurement, tout s'alignait. Je ne me demandais plus si je devais agir. Je savais que je le ferais. Restait à savoir comment. Et surtout avec quelle rigueur. J'ai commencé par rassembler ce qui m'appartenait déjà. Les papiers anciens, soigneusement classés depuis des années. Les actes, les relevés, les courriers officiels que je conservais, par habitude plus que par méfiance. Je les ai étalés sur la table, un après-midi où la maison était vide. Ce geste n'avait rien d'agressif. Il était presque apaisant. Remettre de l'ordre là où l'on avait tenté d'instaurer du flou. Je relisais lentement, sans précipitation. Je comparais les dates, les formulations, les signatures. Certains mots prenaient soudain un sens nouveau. Mandat, gestion, représentation. Des termes qui, autrefois, m'auraient semblé techniques et abstraits, devenaient concrets, presque menaçants. Je comprenais enfin ce que l'on avait voulu préparer sans moi, et surtout jusqu'où cela pouvait aller si je restais immobile. À la maison, je continuais à me montrer calme, discrète, presque absente. On me parlait avec cette douceur prudente que l'Elbe, on adopte quand on pense avoir frôlé un malaise,
mais sans en mesurer la gravité. On me demandait si tout allait bien. Je répondais que oui. Ce oui n'était plus un renoncement. C'était un écran. J'avais besoin de temps. Et je savais que le temps, cette fois, travaillait pour moi. Un matin, j'ai composé un numéro que je n'avais jamais appelé auparavant. Ma voix était posée, sans tremblement. J'ai demandé un rendez-vous. Pas d'explication inutile. Juste ce qu'il fallait. Mais, le jour venu, je suis sortie seule. J'ai choisi des vêtements simples, sobres. Je ne voulais ni susciter la pitié, ni provoquer la défiance. Je voulais être perçue comme ce que j'étais. Une femme lucide, venue demander des réponses claires. Quand je me suis assise en face de lui, j'ai parlé sans détour. J'ai exposé les faits, les documents, les incohérences. Je n'ai pas évoqué l'humiliation, ni la douleur morale. J'ai compris très vite que ce n'était pas le terrain le plus efficace. J'ai posé des questions précises. Qu'est-ce ce que cela implique? Quels sont mes droits? Que puis-je refuser? Que dois-je faire immédiatement pour me protéger? Les réponses n'ont pas toujours été agréables à entendre, mais elles avaient une qualité essentielle. Elles étaient honnêtes. On m'a expliqué ce que ces démarches pouvaient entraîner si je ne réagissais pas à temps. On m'a aussi montré, point par point, ce que je pouvais faire pour reprendre la main légalement. Rien d'illégal, rien de brutal, juste des actes clairs, encadrés, irréversibles si je le décidais. En sortant, je n'ai pas ressenti de soulagement spectaculaire. Plutôt une solidité nouvelle. Comme si, le sol sous mes pieds s'était enfin stabilisé. La loi ne réparait pas l'humiliation. Elle ne rendait pas les mots moins durs, mais elle me rendait quelque chose de fondamental. Ma place, reconnue, protégée, incontestable. Les jours suivants, j'ai agi avec méthode. J'ai demandé des copies certifiées. J'ai refusé certains documents. J'ai ouvert un dossier à mon nom. J'ai pris des notes précises. Mon carnet n'était plus un espace de réflexion. Il devenait un outil. Chaque date, chaque échange, chaque réponse Y était consignée. Non par obsession, mais par respect pour moi-même. À la maison, je sentais que quelque chose avait changé. Les phrases étaient moins affirmatives. Les décisions, moins rapides. On me consultait davantage, sans toujours l'admettre franchement. Cette hésitation était révélatrice. Elle me confirmait que ma discrétion n'était plus interprétée comme une faiblesse, mais comme une inconnue. Je n'éprouvais aucune jubilation, aucune envie de revanche. Seulement une concentration calme. Je savais que cette phase était cruciale. Qu'un mot de trop, un excès d'émotion, pouvait tout fragiliser. Je me tenais droite, sans me raidir. Je restais fidèle à ce que j'avais toujours été, mais avec une frontière claire, désormais non négociable. Ma belle-fille continuait à sourire. Mon fils a rassuré. Ils croyaient sans doute que le calme était revenu. Ils ignoraient que ce calme avait changé de nature. Ce n'était plus celui de la résignation. C'était celui de la préparation. L'humiliation m'avait fait plier un instant. La loi, elle, m'apprenait à me redresser, sans cri, sans scène, mais avec une précision qui ne laissait plus aucune place au doute. Et cette preuve, silencieuse mais solide, préparait la suite, non dans le bruit, mais dans la conséquence. Je n'étais plus celle qu'on écarte en douceur. J'étais celle qu'on doit désormais compter. Le départ n'a pas été une fuite. Il a été une conséquence. Une conséquence logique, presque paisible, de ce qui avait été posé sans éclat. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas annoncé une rupture. J'ai simplement compris que rester, désormais, n'ajoutait rien à ma dignité retrouvée. J'ai choisi un petit appartement, lumineux, sans histoire familiale inscrite dans les murs. Un lieu neutre, volontairement simple. Le jour de l'emménagement, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une forme de solennité tranquille, comme si chaque pas confirmait ce que j'avais décidé depuis longtemps, sans encore l'admettre pleinement. Je n'ai emporté que l'essentiel. Mes vêtements, quelques livres, mon carnet, la pochette où reposaient les documents qui me concernaient. Rien d'inutile, rien de symboliquement chargé. Je ne partais pas pour oublier, je partais pour respirer autrement. La première nuit, j'ai dormi profondément. Pas d'un sommeil d'épuisement, mais d'un sommeil plein, continu. Personne ne passait devant ma porte.
Personne ne surveillait mes horaires. Le silence n'était plus une absence de voix imposée. Il était une présence douce, choisie. Ce silence-là n'avait rien de vide. Il me tenait compagnie. Les jours suivants, j'ai redécouvert un rythme que j'avais presque oublié. Ah, le café pris sans regarder l'heure. Les promenades sans but précis. Les lectures longues. Interrompues seulement par la lumière qui change. Ces gestes simples avaient une saveur nouvelle. Ils n'étaient plus tolérés. Ils étaient légitimes. Mon fils appelait parfois. Et des appels courts, prudents. Il demandait si tout allait bien. Je répondais que oui. Cette réponse semblait le désarçonner. Comme s'il avait imaginé que mon indépendance serait synonyme de fragilité. Il découvrait qu'elle était, au contraire, une stabilité calme. Je n'en faisais pas un message. Je vivais. Je continuais à suivre mes démarches, sereinement. Tout était désormais clair, encadré, sécurisé. Les échanges se faisaient par écrit. Les décisions étaient documentées. Je n'avais plus besoin de convaincre. Je n'avais plus à expliquer mon refus. Le cadre parlait pour moi. Et ce cadre me protégeait mieux que importe quelle promesse. Un après-midi, j'ai rouvert mon carnet. Je l'ai relu du début à la fin. Les premières pages tremblaient encore de doutes, de phrases hésitantes. Puis, peu à peu, l'écriture se redressait. Les mots devenaient plus courts, plus précis. J'y ai vu un chemin, lent, parfois douloureux, mais cohérent. Ce carnet n'était plus un refuge. Il était devenu un témoin. Je me suis autorisée à penser à l'avenir. Pas en grand, pas avec des projets spectaculaires. Un cours, une escapade, des rencontres choisies, sans obligation. Je découvrais le plaisir de dire oui, sans me justifier, et non sans m'excuser. Cette liberté de projection me rendait légère, sans m'éloigner de moi à même. Il y avait encore, parfois, une mélancolie douce. Des souvenirs surgissaient sans prévenir. Une table ancienne, un rire familier. Je les accueillais sans les repousser. Ils ne me faisaient plus vaciller. Ils appartenaient à mon histoire, pas à mon présent. Je n'avais pas besoin de les effacer pour avancer. En me retirant, j'avais déplacé l'équilibre familial. J'avais cessé d'être ce point d'appui silencieux sur lequel tout reposait. Les autres devaient désormais composer autrement. Ce n'était pas une revanche. Alors, c'était une conséquence naturelle. Et je n'avais pas à m'en excuser. Je me sentais entière, pas invulnérable, entière. Responsable de mes choix, de mes silences, de mes refus. Je n'étais plus dans la réaction. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans la continuité de moi à même. Ce départ n'était pas une fin. C'était un début discret. Je n'avais pas fui l'humiliation. Je l'avais traversée. Et ce passage m'avait appris quelque chose d'essentiel. La dignité n'a pas besoin d'être proclamée pour exister. Elle se prouve dans les actes, dans la constance, c'est dans la capacité à se tenir droite sans bruit. Dans cet espace nouveau, libéré des faux soins et des décisions prises à ma place, je savais que la dernière étape approchait. Non pas celle de la victoire affichée, mais celle du regard apaisé. Celui qui permet de nommer ce qui a été vécu, sans rancœur, sans tremblement. Je ne revenais pas plus forte. Je revenais plus juste. Et cette justesse à là, je la porterai désormais comme une évidence, jusqu'au bout. Il m'arrive encore, certains matins, de m'asseoir près de la fenêtre et de laisser revenir des images. Pas pour raviver une douleur, mais pour vérifier quelque chose d'essentiel. Que je ne me mens plus. Le passé n'a pas disparu. Il ne disparaît jamais vraiment. Mais il a changé de place. Il ne me gouverne plus. Je repense à cette femme que j'étais au début de cette histoire. Elle parlait peu. Elle expliquait beaucoup. Elle cherchait à rassurer, à arrondir, à préserver. Elle croyait qu'aimer, c'était se taire quand les choses devenaient inconfortables. Elle croyait que comprendre les autres suffisait à être respectée. Cette femme-là, je ne la renie pas. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait. Mais aujourd'hui, je sais autre chose. Je sais que le silence peut être une fuite, oui, mais qu'il peut aussi être un choix. Je sais que la patience n'est pas une faiblesse quand elle s'appuie sur la lucidité. Je sais que la loi, froide et impersonnelle, peut parfois devenir une alliée plus fidèle que les promesses familiales. Et surtout, je sais que la dignité n'est pas un sentiment, c'est une pratique.
Je n'ai jamais cherché à punir qui que ce soit. Ceux qui m'ont humilié portent leurs propres contradictions. Ils vivent désormais avec ce qu'ils ont révélé d'eux à mêmes. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je ne souhaite ni leur chute, ni leur repentir spectaculaire. J'ai appris que la vraie réparation ne passe pas par l'aveu des autres, mais par la cohérence avec soi-même. Parfois, mon fils me regarde différemment, comme s'il découvrait une femme qu'il n'avait jamais vraiment vue. Peut-être comprend-il, peut-être pas. Cela ne m'appartient plus. J'ai cessé d'attendre une reconnaissance tardive. Elle serait trop fragile, trop conditionnelle. Ma paix ne dépend plus de cela. Je vis désormais avec moins, mais avec juste. Moins de bruit, moins d'obligations, moins de rôles imposés. Et en échange, quelque chose de plus rare. Une présence pleine à moi à même. Je décide. Je choisis. Je signe quand je comprends. Je refuse quand c'est nécessaire. Je ne m'excuse plus d'exister à mon rythme. Il y a une joie discrète dans cette liberté tardive. Une joie qui ne crie pas, qui ne s'affiche pas, mais qui s'installe durablement. Elle se niche dans les gestes simples. Fermer une porte le soir en sachant qu'elle n'enferme plus. Ouvrir un courrier sans crainte, poser sa signature sans trembler. Ces gestes-là sont devenus mes victoires silencieuses. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour raconter une revanche. C'est pour laisser une trace. Pour celles et ceux qui, comme moi autrefois, confondent la paix avec l'effacement. Et pour celles qui sentent qu'on décide pour elles, au nom de leur bien. Pour celles qui se disent encore, ce n'est pas si grave, je vais m'adapter, je ne veux pas faire d'histoire. Faire des histoires n'est pas toujours nécessaire. Mais, faire face, oui. Il ne est jamais trop tard pour poser des limites claires. Il n'est jamais trop tard pour demander conseil, pour lire attentivement, pour reprendre la main sans brutalité. La force n'est pas dans le ton, ni dans la colère. Elle est dans la constance, dans la précision, dans la capacité à ne plus céder sur l'essentiel. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Je me suis retrouvée. Et cela a tout changé. Aujourd'hui, quand je me tais, ce n'est plus par peur. C'est par choix. Un choix réfléchi, assumé, solide. Parce que j'ai appris, parfois au prix de l'humiliation, parfois dans la solitude, une vérité que je veux transmettre sans détour. Le silence peut aussi être une forme de justice.